Souvent, cela n'est vrai qu'en théorie. Les prix montent à cause de la cupidité et la peur qu'engendre l'ignorance. Si les écoles enseignaient aux gens les rudiments de l'argent, cela générerait davantage d'argent et des prix plus bas. Mais les écoles se contentent seulement d'enseigner aux gens à travailler pour de l'argent et non pas à exploiter le pouvoir de l'argent. Mais n'avons-nous pas des écoles de hautes études commerciales, demanda Mike. Ne m'encouragez-vous pas à faire mon MBA? Oui, dit Père Riche. Mais trop souvent, les écoles de commerce forment des employés aussi perfectionnés que des machines à calculer. Dieu nous préserve qu'une calculatrice prenne la direction d'une entreprise. Ce genre d'employé ne fait que vérifier des chiffres, congédier des gens et ruiner peu à peu l'entreprise. Je le sais, car j'en engage de ces machines à calculer. Ces subordonnés ne pensent qu'à réduire les coûts et à hausser les prix, ce qui cause encore plus de problèmes. Calculer est important. Je souhaiterais que davantage de gens en soient conscients, mais le calcul en soi ne représente qu'une facette de l'ensemble du tableau, ajouta Père Riche avec colère. Existe-t-il une réponse? Demanda Mike. Oui, dit Père Riche. Apprenez à vous servir de vos émotions pour réfléchir et non pas à réfléchir avec vos émotions. Quand tous deux vous avez réussi à maîtriser vos émotions, en acceptant de travailler sans être payé, j'ai su qu'il y avait de l'espoir. Lorsque vous avez de nouveau contrôlé vos émotions, quand je vous ai tenté en vous offrant davantage d'argent, vous avez une fois de plus appris à réfléchir en dépit du fait que vous étiez très tendu sur le plan émotionnel. Voilà la première étape. Pourquoi cette étape est-elle si importante? Demandai-je. Eh bien, il n'en tient qu'à vous de découvrir. Les gars, si vous voulez vraiment apprendre, je vous emmènerai dans le sentier bordé de ronces, dans cet endroit que presque tout le monde évite. Je vous conduirai dans ce lieu où la plupart des gens ont peur d'aller. Si vous venez avec moi, vous abandonnerez l'idée de travailler pour l'argent et vous apprendrez plutôt à mettre l'argent à votre service. Le sentier de ronces existe-t-il? Demandai-je. Oui, dit Père Riche. Le sentier de ronces représente notre peur et notre cupidité. Pour s'en sortir, il faut examiner nos peurs en choisissant nos pensées. En choisissant nos pensées? Demanda Mike, déconcerté. Oui, nous devons choisir ce qui meublera nos pensées au lieu de réagir à nos émotions. Plutôt que de simplement vous rendre au travail pour résoudre vos problèmes, quand la peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer vos factures vous angoisse, la réflexion vous permettrait de prendre le temps de vous poser à vous-même cette question. Est-ce que le fait de travailler plus dur est la meilleure solution à ce problème? La plupart des gens sont tellement terrifiés que cette peur a le contrôle sur eux et ils se sentent incapables de penser rationnellement et prennent la fuite. C'est ce que je veux dire quand je vous parle de choisir vos pensées. Et comment allons-nous nous y prendre pour y parvenir? Demanda Mike. C'est ce que je vais vous enseigner. Je vous apprendrai à envisager un vaste choix de pensées plutôt que de réagir instinctivement comme quelqu'un qui avale son café du matin et franchit à la hâte le seuil de sa maison. Il y a 20 ans aujourd'hui, les émotions et l'intelligence. Je m'efforce constamment d'exercer un contrôle sur mes pensées et mes émotions. J'en ai été témoin toute ma vie. Lorsque les émotions prennent le dessus, l'intelligence se met en veilleuse. Souvenez-vous de ce que j'ai déjà dit. Un emploi n'est qu'une solution à court terme, à un problème à long terme. La plupart des gens ont à l'esprit un seul problème, et c'en est un à court terme. Ce sont les factures à la fin du mois. L'argent mène leur vie, ou pour être plus précis, c'est leur peur et leur ignorance concernant l'argent qui les dirige. Ils font donc ce que leurs parents faisaient avant eux. Ils se lèvent chaque matin et s'en vont travailler pour l'argent. Ils n'ont même pas le temps de se poser la question suivante. Existe-t-il une autre façon d'agir? Leurs émotions contrôlent maintenant leurs pensées, mais pas leur tête, leur cerveau. Peux-tu nous expliquer la différence entre la pensée émotive et la pensée rationnelle? Demanda Mike. Ah oui, je l'aperçois chaque jour cette différence quand j'entends des choses comme celle-ci, dit Père Riche. Eh bien, chacun doit travailler. Ou encore, les riches sont des escrocs. Ou bien, je vais trouver un autre emploi, je mérite cette augmentation. Vous ne pouvez pas me marcher sur les pieds. Ou encore, j'aime cet emploi car il est stable. Je préférerais entendre « suis-je en train de passer à côté de quelque chose ?» Une telle phrase vient interrompre la pensée émotive et vous donne le temps de penser clairement. Tandis que nous retournions au magasin, Père Riche nous expliqua que les riches fabriquaient vraiment de l'argent. Ils n'étaient pas au service de l'argent. Il enchaîna en nous exposant que Mike et moi avions été très proches de la mentalité des riches quand nous avions fait fondre des pièces de 5 cents en plomb, tout en étant persuadés que nous fabriquions de l'argent. Le problème était le suivant. Il était illégal pour nous d'agir ainsi.
Il était légal pour le gouvernement et les banques de le faire, mais pas pour nous. Il nous expliqua qu'il existait des moyens légaux et illégaux de faire de l'argent. Père Riche nous confia ensuite que les gens riches savent très bien que l'argent est une illusion, tout comme la carotte pour l'âne. Ce n'est que sous le coup de la peur et de la cupidité que l'illusion de l'argent se perpétue par l'intermédiaire de milliards de gens qui pensent que l'argent est réel. L'argent est vraiment une création de toutes pièces. Ce n'est qu'à cause de l'ignorance des masses et de leur illusoire confiance que le château de cartes ne s'est pas encore effondré. Il parla ensuite de l'étalon or que l'Amérique a adopté et il nous dit que chaque billet d'$1 était en fait un certificat en argent. Il s'inquiétait de la rumeur selon laquelle l'Amérique allait un jour abandonner l'étalon or et que nos dollars ne seraient plus soutenus par quelque chose de palpable. Quand cela arrivera, les gars, l'enfer va nous tomber sur la tête. Les pauvres, la classe moyenne et les incompétents gâcheront leur vie pour la simple raison qu'ils continueront de croire que l'argent est réel et que le gouvernement et l'entreprise pour laquelle ils travaillent prendront soin d'eux. Nous n'avons vraiment pas bien compris ce qu'il disait ce jour-là, mais ces paroles prirent toute leur signification avec les années. Voir ce que les autres ne voient pas. Tandis qu'il montait dans sa camionnette, à l'extérieur de son épicerie, il nous dit « Continuez de travailler les gars, mais plus vous oublierez rapidement votre besoin de toucher un salaire, plus votre vie adulte en sera facilitée. Continuez d'utiliser votre matière grise, de travailler gratuitement, et bientôt votre intelligence vous indiquera des moyens de gagner de l'argent bien au-delà de ce que je pourrais me permettre de vous payer. Vous verrez des choses que les autres gens ne voient jamais. La plupart des gens ne discernent pas ces occasions, car ils ne recherchent que l'argent et la sécurité. Voilà pourquoi ils n'obtiennent que ça. À partir du moment où vous discernerez vraiment ce qu'est une occasion, vous serez capable de voir toutes les autres pour le reste de votre vie. Dès l'instant où vous aurez franchi cette étape, je vous enseignerai autre chose. Retenez bien ce que je viens de vous dire et vous éviterez un des pires pièges de la vie. Mike et moi allâmes chercher nos affaires dans le magasin et saluâmes Madame Martin. Nous retournâmes au parc, nous nous assîmes sur le même banc et nous passâmes plusieurs heures à réfléchir et à converser. À l'école, la réflexion et la conversation occupèrent la plus grande partie de la semaine suivante. Pendant 2 autres semaines, nous continuâmes de réfléchir, de parler et de travailler gratuitement. À la fin du 2e samedi, je saluais de nouveau Madame Martin et je regardais le présentoir de bandes dessinées avec un regard allumé par l'envie. Il était très pénible pour moi de ne pas avoir d'argent pour m'acheter des bandes dessinées, vu que je ne gagnais même pas 30 cents par samedi. Soudain, alors que Madame Martin nous saluait, Mike et moi, je la vis accomplir une tâche que je ne l'avais jamais vue faire auparavant. Madame Martin était en train de découper en 2 la page couverture d'une bande dessinée. Elle conservait la moitié supérieure de la couverture et jetait le reste de la bande dans une grosse boîte en carton. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait avec les bandes dessinées, elle me dit « Je m'en débarrasse. Je remets la moitié supérieure de la couverture au distributeur pour obtenir un crédit quand il apporte de nouvelles bandes. Il doit passer dans 1 heure. » Mike et moi attendîmes pendant 1 heure. Le distributeur arriva peu après et je lui demandai si nous pouvions obtenir les bandes dessinées que Madame Martin avait amputées d'une partie de leur couverture. Ce dernier eut la réplique suivante. « Vous pouvez les prendre si vous êtes au service de ce magasin et si vous ne les revendez pas. » Notre association renaissait. Il y avait chez Mike une pièce en trop au sous-sol dont personne ne se servait. Nous avons commencé à y empiler des centaines de bandes dessinées. Peu de temps après, notre bibliothèque de bandes dessinées fut accessible au public. Nous engageâmes la jeune sœur de Mike, qui adorait étudier, à titre de bibliothécaire. Elle faisait payer 10 cents comme prix d'entrée à chaque enfant pour la bibliothèque, laquelle était ouverte de 14h30 à 16h30 chaque jour après l'école. Les clients, qui étaient en fait les enfants du voisinage, pouvaient lire autant de bandes dessinées qu'ils le désiraient pendant 2 heures. C'était une véritable aubaine, étant donné que chaque bande dessinée coûtait 10 cents. Ils avaient amplement le temps d'en lire 5 ou 6 en l'espace de 2 heures. La sœur de Mike surveillait les enfants quand ils quittaient la bibliothèque, afin de s'assurer qu'ils n'empruntaient aucune bande dessinée. Elle tenait également la comptabilité, notant le nombre d'enfants qui se présentaient chaque jour, leur nom et leurs différents commentaires. Mike et moi avons fait en moyenne 9,50 $ par semaine au cours d'une période de 3 mois. Nous avons donné à sa sœur $1 par semaine et nous lui avons permis de lire les bandes dessinées gratuitement, ce qu'elle faisait rarement étant donné qu'elle étudiait continuellement. Mike et moi respectâmes notre entente en travaillant à l'épicerie chaque samedi et en ramassant toutes les bandes dessinées des autres magasins. Nous avons aussi respecté notre entente avec le distributeur en ne vendant aucune bande dessinée.
Nous les brûlâmes lorsqu'elles étaient trop déchirées. Nous essayâmes d'ouvrir une succursale, mais nous fûmes incapables de trouver quelqu'un d'autre d'aussi dévoué que la sœur de Mike, en qui nous aurions pu avoir confiance. Très tôt dans la vie, nous prîmes conscience à quel point il était difficile de s'entourer d'un bon personnel. 3 mois après l'ouverture de la bibliothèque, une bataille éclata quand de petits durs d'un autre quartier s'introduisirent de force dans la pièce. Le père de Mike nous suggéra de fermer notre entreprise de bande dessinée. Nous la fermâmes donc et nous cessâmes de travailler les samedis à l'épicerie. De toute façon, Père Riche était tout excité, car il avait de nouvelles choses à nous enseigner. Il était content, car nous avions très bien assimilé notre première leçon. Nous avions appris à mettre l'argent à notre service. N'étant plus payés pour notre travail au magasin, nous fûmes forcés d'utiliser notre imagination pour trouver un moyen de gagner de l'argent. En créant notre propre entreprise, la bibliothèque de bande dessinée, nous contrôlions nos propres finances et nous n'étions pas dépendants d'un employeur. Le plus extraordinaire dans cette histoire est que notre entreprise générait de l'argent même quand nous n'étions pas présents en personne. Notre argent travaillait pour nous. Il y a 20 ans aujourd'hui, le pouvoir de l'imagination. À l'ère de l'information et de l'Internet, des millions d'individus de moins de 30 ans s'enrichissent en utilisant leur imagination pour créer des applications qui changent le monde. De Facebook à Uber, en passant par Snapchat et autres. Les gens qui ont de l'imagination prospèrent et ceux qui n'en ont pas sont encore à la recherche d'un emploi. Que des robots et la technologie pourraient bientôt leur ravir. Au lieu de nous payer en argent, Père Riche nous avait apporté beaucoup plus. Séance d'études. Chapitre 1, leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Résumé. À l'âge de 9 ans, Robert Kiyosaki et son ami d'enfance n'ont pas été invités à la maison de campagne d'un camarade de classe parce qu'ils étaient des enfants pauvres. Lorsqu'il en a parlé à son père pauvre, un professeur qui gagnait bien sa vie, mais qui avait toujours de la difficulté à boucler les fins de mois, celui-ci lui dit qu'il devait apprendre à faire de l'argent. Et c'est ce que son ami Mike et lui ont fait. Ils ont réuni un grand nombre de tubes de dentifrice vides qui, à l'époque, étaient faits de plomb. Ils les ont fait fondre et à l'aide de plâtre de moulage, ils ont fabriqué de fausses pièces de 5 cents. Ils ont vite été rappelés à l'ordre par le père de Robert, qui leur a conseillé de parler avec le père de Mike. Celui-ci n'avait jamais terminé sa 8e année, mais il dirigeait plusieurs entreprises prospères. Le père de Mike, le père riche dont il est question dans le titre de cet ouvrage, a accepté de devenir leur professeur, mais à ces conditions. Il les a fait travailler pendant 3 heures tous les samedis matins dans l'une de ses épiceries, à épousseter et ranger des boîtes de conserve sur des étagères. Il les payait 10 cents l'heure et Robert dépensait habituellement le tiers de son salaire pour acheter une bande dessinée. Robert a rapidement été désillusionné par ce travail ennuyeux et le salaire peu élevé. Lorsqu'il a annoncé à son ami qu'il allait démissionner, Mike lui a dit que son père l'avait prédit et qu'il fallait qu'il aille lui parler. Le père de Robert était professeur et usait de sermons, mais le père de Mike était un homme de peu de mots et n'enseignait pas de la même façon, ce que Robert allait bientôt découvrir. Le samedi matin suivant, Robert est allé voir le père de Mike, mais celui-ci l'a fait attendre dans un salon sombre qui sentait le renfermer. Il était fumant de colère et très émotif lorsqu'il a enfin pu exprimer ses doléances au père de Mike, l'accusant d'être un avare qui exploitait les enfants et ne les respectait pas. Lorsqu'il lui a dit qu'il ne lui avait rien appris en dépit de leur entente, le propriétaire d'entreprise a calmement manifesté son désaccord. Père Riche lui a expliqué que la vie n'enseigne pas avec des mots, mais qu'elle nous bouscule. Certaines personnes se laissent bousculer par la vie. D'autres se fâchent et bousculent leur patron ou les êtres qui leur sont chers. Mais d'autres encore retiennent la leçon et acceptent de bonne grâce que la vie les pousse de ci de là parce qu'ils ont besoin d'apprendre quelque chose. Ceux qui n'apprennent pas cette leçon passent toute leur vie à blâmer tout le monde en attendant un miracle, où ils décident de ne pas prendre de risques et la peur de perdre les empêche de gagner. Il a dit à Robert que Mike et lui étaient les premières personnes à lui demander de leur enseigner comment gagner de l'argent. Il avait plus de 150 employés, et bien qu'ils aient sollicité un emploi, il ne lui avait jamais demandé de leur livrer les connaissances que Mike et lui souhaitaient acquérir. Donc, Père Riche avait décidé de concevoir un cours inspiré du monde réel et de laisser la vie bousculer un peu les garçons. Robert lui a demandé quelles leçons il avait apprises, à part le fait qu'il était mesquin et qu'il exploitait ses travailleurs. Père Riche s'est défendu en disant que la majorité des gens blâment les autres alors qu'en fait, c'est leur attitude qui est le problème. Robert lui a demandé ce qui pourrait résoudre le problème. Son cerveau, lui a dit le père de Mike.
Il voulait que Robert comprenne le fonctionnement de l'argent de manière à le faire travailler pour lui. Il était content que Robert se soit mis en colère, car la colère et l'amour combinés créent la passion. Une formule clé de l'apprentissage. L'argent ne règle pas les problèmes des gens, avait-il poursuivi. De nombreux individus très bien rémunérés se débattent quand même avec des problèmes financiers, comme le père pauvre de Robert, parce qu'ils ne savent pas comment mettre l'argent à leur service. Il a dit que les émotions que Robert avait éprouvées en travaillant pour un salaire de 10 cents l'heure, la déception et le sentiment que ce n'était pas suffisant, étaient celles qu'il éprouverait pendant toute sa vie s'il ne tirait pas un enseignement de cette leçon. Il a exposé à Robert le concept des impôts, lui expliquant que les pauvres et la classe moyenne permettaient au gouvernement d'imposer leur salaire, ce que les riches ne laissaient pas faire. Il lui a demandé s'il avait encore la passion d'apprendre. Lorsque Robert a fait signe que oui, Père Riche lui a dit de retourner au travail, mais que cette fois-ci, il ne le paierait pas. Il a dit à Robert de se servir de sa tête pour en comprendre la raison. Robert et Mike ont travaillé sans être payés pendant 3 semaines. Le 3e samedi, le père de Mike les a emmenés faire un tour et leur a demandé s'ils avaient appris quelque chose jusque-là. Ils ont fait signe que non. Il leur a alors dit que s'ils n'apprenaient pas cette leçon, ils seraient comme la plupart des gens qui travaillent dur pendant toute leur vie pour peu d'argent. Il leur a offert 25 cents l'heure, mais ils ont refusé. Il leur a ensuite proposé $1 l'heure, et puis $2. Robert est resté muet. Malgré une offre finale de $5 l'heure, une somme rondelette à cette époque, Robert a conclu qu'on ne pouvait pas l'acheter. Père Riche a dit qu'il était bien qu'il n'ait pas de prix. La plupart des gens en ont un parce que leur vie est gouvernée par la peur et l'avidité. La peur d'être sans le sou les motive à travailler dur pour toucher un chèque de paye, mais lorsqu'ils reçoivent cet argent, l'avidité les incite à penser à tout ce qu'ils pourraient acheter. Ils ont alors besoin de plus d'argent, et ils accroissent également leurs dépenses. C'est ce que Père Riche appelait la foire d'empoigne ou l'engrenage. Il a dit au garçon que la première étape était de dire la vérité sur ce qu'il ressentait. Trop de gens réagissent de façon émotive au lieu de se servir de leur jugement. Ils ont peur d'admettre que l'argent mène leur vie, et donc l'argent contrôle leur âme. Ce ne sont pas seulement les pauvres qui sont confrontés à cette peur. Les riches aussi sont souvent terrifiés. Il voulait enseigner aux garçons que la richesse à elle seule ne résout pas le problème. L'école est importante, leur a-t-il dit, mais pour bien des gens, c'est un aboutissement en soi et non un commencement. Les garçons devaient avant tout apprendre à se servir de leurs émotions pour réfléchir et non pas à réfléchir avec leurs émotions. Ils devaient apprendre à choisir leurs pensées. Il leur a dit de garder l'œil ouvert et de rester à l'affût de moyens de gagner de l'argent. À partir du moment où vous discernerez vraiment ce qu'est une occasion, vous serez capable de voir toutes les autres pour le reste de votre vie. C'est ce qu'ont fait les garçons, et peu après, ils ont vu une occasion et ont créé une bibliothèque où les enfants payaient un prix d'entrée et pouvaient lire autant de bandes dessinées qu'ils le voulaient en 2 heures. Des bandes dessinées invendues par l'épicerie qui autrement auraient été retournées au distributeur. Ils ont dégagé des bénéfices intéressants et tout s'est bien passé pendant 3 mois jusqu'à ce qu'une bataille éclate dans la bibliothèque et qu'ils soient obligés de fermer leurs portes. Mais ils avaient appris la première leçon qui consiste à mettre l'argent à leur service, même s'ils n'étaient pas présents en personne. Ils étaient prêts à poursuivre leur apprentissage et le père de Mike était prêt à tout leur apprendre. Appel à l'hémisphère gauche. Malgré un emploi très bien rémunéré, des individus tels que le père pauvre de Robert ont de la difficulté à boucler les fins de mois. Appel à l'hémisphère droit. Des bandes dessinées destinées à la destruction ont mené à une occasion d'affaires grâce à une perspective nouvelle et créative. Appel au subconscient. Les gens laissent la peur et la cupidité gouverner leur vie. Que disait Robert ? Le moment est venu de réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce que Robert dit dans cette citation ? Et pourquoi dit-il cela ? Ici, il importe peu que vous soyez d'accord ou non avec Robert. Le but est de comprendre ce qu'il a dit. Rappelez-vous que cette séance d'étude est conçue comme un exercice interactif. 2 têtes valent mieux qu'une. Si vous ne saisissez pas ce que dit Robert, n'hésitez pas à demander de l'aide. Prenez le temps de discuter de chaque citation jusqu'à ce que vous la compreniez. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. La vie nous pousse tous à droite et à gauche. Certains abandonnent, d'autres se battent. Quelques-uns retiennent la leçon et progressent. Ils acceptent de bonne grâce que la vie les pousse de ci, de là. Arrête de me blâmer en pensant que c'est moi le problème. Si tu crois que je suis le problème, alors il va falloir que tu me fasses changer.
Si tu prends conscience que c'est toi le problème, alors tu peux te changer toi-même, apprendre certaines choses et devenir plus sage. Quand il s'agit d'argent, la plupart des gens veulent éviter les risques et se sentir sécurisés. Ce n'est donc pas la passion qui les mène, c'est la peur. La plupart des gens, si on leur donne plus d'argent, ne réussissent qu'à s'endetter davantage. C'est la peur qui fait que la plupart des gens tiennent à conserver leur emploi. La peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, la peur d'être congédié, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, la peur de recommencer à zéro. Voilà le prix à payer quand on étudie pour apprendre une profession ou un métier et qu'on travaille ensuite pour l'argent. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent, puis ils se fâchent contre leur patron. La plupart des gens ne savent pas que ce sont leurs émotions qui pensent à leur place. Un emploi est vraiment une solution à court terme pour un problème à long terme. On peut comparer cela à un âne en train de tirer une charrette, tandis que son maître laisse pendre une carotte juste au-dessus de son museau. Il est fort possible que le propriétaire de l'âne se rende où il veut aller, mais l'âne de son côté poursuit une illusion. Demain, le même manège recommencera, et l'âne devra se contenter d'une autre carotte illusoire. Questions additionnelles. Il est maintenant temps d'appliquer à votre vie le contenu de ce chapitre et votre compréhension de ce que dit Robert. Posez-vous les questions qui suivent et discutez-en avec votre partenaire d'études. Faites preuve d'honnêteté. Si certaines des réponses que vous donnez ne vous plaisent pas, demandez-vous si vous êtes prêt à changer et à accepter le défi que représente un changement de mentalité. 1. À quel point la perception que le père pauvre de Robert a de l'argent est-elle représentative de la population en général? 2. Le père riche de Robert dit que le véritable apprentissage exige de l'énergie, de la passion et un ardent désir. Quand cela s'est-il avéré dans votre vie? Donnez des exemples. Quelles leçons en particulier n'avez-vous jamais oubliées et pourquoi? 3. Est-ce que le taux de rémunération de 10 centlers et puis rien du tout aurait provoqué chez vous la même réaction que chez Robert? 4. Est-ce la peur qui pousse la majorité des gens à travailler? D'autres facteurs entrent-ils en jeu? 5. La tentation est-elle forte de penser que l'argent dissipera cette peur? Pourquoi cette réaction est-elle si courante? 6. Donnez un exemple d'un moment où vous avez laissé vos émotions prendre le dessus et d'un autre où vous avez choisi vos pensées. 7. Qui, des riches ou des pauvres, sont le plus sensibles à ce déferlement d'émotions faites de peur et d'avidité? Pourquoi? 8. Croyez-vous que la plupart des gens sont conscients d'être prisonniers de la foire d'empoigne? Pourquoi? Chapitre 2. Leçon 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien d'argent vous parvenez à conserver. En 1990, Mike prit la direction de l'empire de son père et à vrai dire, il accomplit un meilleur travail que lui. Nous nous voyons 1 ou 2 fois par année sur un terrain de golf. Son épouse et lui sont plus riches que vous pourriez vous l'imaginer. L'empire de Père Riche est entre de bonnes mains et Mike prépare maintenant son fils à prendre sa place, tout comme son père nous a formés. En 1994, j'ai pris ma retraite à l'âge de 47 ans, tandis que mon épouse Kim avait alors 37 ans. Prendre sa retraite ne veut pas dire ne pas travailler. Pour nous, cela veut dire que, mis à part des cataclysmes imprévus, nous pouvons travailler ou ne pas travailler, et notre richesse augmente quand même automatiquement, nous fournissant ainsi une bonne longueur d'avance sur l'inflation. Nos avoirs sont suffisamment importants pour croître de même. C'est comme planter un arbre. Vous l'arrosez pendant des années, puis un jour, il n'a plus besoin de vous. Ses racines sont maintenant profondément implantées. Par la suite, l'arbre vous procure de l'ombre pour votre plaisir. Mike a choisi de diriger un empire, et pour ma part, j'ai décidé de prendre ma retraite. Chaque fois que je m'adresse à des groupes, les gens me demandent souvent ce que je leur recommande de faire. Comment s'y prendre pour créer une entreprise? Ai-je un livre à leur conseiller? Que devraient-ils faire pour bien préparer leurs enfants? Quel est le secret de la réussite? Comment faire pour gagner des millions? Cela me rappelle chaque fois l'histoire suivante. L'homme d'affaires le plus riche. En 1923, un groupe composé de nos plus grands chefs de file et de nos plus riches hommes d'affaires tint une réunion à l'hôtel Edgewater Beach à Chicago. Au nombre des invités se trouvaient Charles Schwab, PDG de la plus importante aciérie indépendante, Samuel Insull,
président de la plus grande entreprise de services publics au monde, Howard Hobson, directeur de la plus considérable compagnie de gaz, Ivar Kreuger, président d'International Match Company, l'une des plus grosses entreprises de l'époque, Léon Frazier, président de la Banque des remboursements internationaux, Richard Whitney, président de la Bourse de New York, Arthur Cotton et Jesse Livermore, deux des spéculateurs les plus éminents à la bourse, et Albert Fall, membre du cabinet du président Warren Harding. 25 ans plus tard, 9 des personnes figurant sur la liste précédente vécurent les événements suivants. Monsieur Schwab mourut sans le sou après avoir vécu pendant 5 ans avec de l'argent emprunté. Samuel Insull trépassa, fauché dans un pays étranger. Messieurs Kreuger et Cotton moururent également à sec. Howard Hobson perdit la raison. On venait tout juste de libérer Richard Whitney et Albert Fall de prison. Messieurs Fraser et Livermore se suicidèrent. Je doute que qui que ce soit puisse nous dire ce qui est vraiment arrivé à ces hommes. Si on considère l'année 1923, on remarque qu'elle précède de quelques années à peine la débâcle financière de Wall Street et la crise de 1929. Ce qui, selon moi, eut de grandes répercussions dans la vie de ces hommes. Le point essentiel à retenir est celui-ci. Nous vivons aujourd'hui dans une période de changement plus grand et plus rapide qu'à l'époque où évoluèrent ces hommes. Je soupçonne qu'au cours des prochaines années, nous connaîtrons des vagues de prospérité et des faillites comparables aux oscillations du marché auxquelles ces hommes eurent à faire face. Je m'inquiète du fait que beaucoup trop de gens se concentrent à l'excès sur l'argent plutôt que sur leur plus grande richesse, leur éducation. Si les gens sont disposés à adopter une attitude flexible, à garder l'esprit ouvert et à apprendre, ils s'enrichiront de plus en plus en dépit des périodes difficiles. S'ils pensent que l'argent va résoudre les problèmes, ils feront un voyage plutôt mouvementé. L'intelligence résout les problèmes et génère de l'argent. Sans l'intelligence financière, l'argent vous glisse entre les doigts. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais les sommes d'argent que vous parvenez à conserver. Nous avons tous déjà entendu des histoires de gagnants à la loterie qui, de pauvres qu'ils étaient, devinrent riches, puis pauvres à nouveau. Ils gagnent des millions et quelque temps après, ils reviennent à leur point de départ. Ou bien ces histoires d'athlètes professionnels qui, à l'âge de 24 ans, gagnent des millions de dollars, mais qui doivent se contenter de dormir sous un pont 10 ans plus tard. Je me rappelle d'un joueur de basketball qui était multimillionnaire il y a 1 an à peine. Aujourd'hui, à 29 ans, il prétend que ses amis, son avocat et son comptable ont pris son argent et qu'il est forcé de travailler maintenant au salaire minimum dans un lave-auto. Il fut congédié par son employeur car il refusait de retirer son anneau de championnat quand il essuyait les autos. Voilà pourquoi son histoire se retrouva dans le journal. Il conteste son congédiement, soutenant avoir été victime de discrimination et affirmant que l'anneau est tout ce qui lui reste. Il prétend que si on l'oblige à enlever l'anneau, il s'effondrera. Je connais tellement de gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Tout en me réjouissant que les gens soient devenus de plus en plus riches, je voudrais seulement dire qu'à long terme, ce ne sont pas les sommes d'argent que vous gagnez qui comptent, mais combien d'argent vous parvenez à conserver sur plusieurs générations. Par conséquent, quand des gens me demandent « par où dois-je commencer ?» ou bien « dites-moi comment devenir riche rapidement ?» ils sont souvent très déçus de ma réponse. Je leur dis simplement ce que mon père riche me répondait quand j'étais un petit gars. Si tu veux être riche, tu te dois de connaître l'ABC du domaine financier. Cette idée me fut enfoncée dans le crâne chaque fois que nous étions ensemble. Comme je l'ai dit précédemment, mon père très instruit insistait sur l'importance de lire des livres, tandis que mon père riche faisait ressortir le besoin de posséder à fond l'ABC du domaine financier, tous ses rudiments. Si vous aviez comme tâche de construire l'Empire State Building, la première chose qu'il vous faudrait faire serait de creuser un trou profond et de couler de solides fondations. Si vous voulez construire une maison en banlieue, vous n'avez qu'à couler une dalle de béton de 15 cm. La plupart des gens, tout au long de leur course vers la richesse, essaient de construire un Empire State Building sur une dalle de béton de 15 cm. Notre système scolaire créé à l'époque agraire continue de croire à des maisons sans fondation. Les planchers en terre battue font encore fureur. Par conséquent, les jeunes terminent leurs études sans aucune assise sur le plan financier. Puis un jour, privés de sommeil et criblés de dettes, en plein rêve américain, ils décident que la solution à leurs problèmes financiers est de trouver le moyen de devenir riches rapidement. L'érection du gratte-ciel commence. La construction s'effectue rondement et bientôt, au lieu de l'Empire State Building, apparaît la tour penchée de la banlieue. Les nuits d'insomnie reviennent les hanter.
Lorsque Mike et moi fûmes parvenus à l'âge adulte, chacun de nos choix fut rendu possible parce qu'on nous avait enseigné à couler de solides fondations financières quand nous n'étions que des enfants. La comptabilité est peut-être le sujet le plus déroutant et ennuyeux au monde, mais si vous voulez devenir riche à long terme, il se peut que ce sujet soit le plus important. Pour mon père riche, la question était « Comment abordez-vous un sujet ennuyeux et déroutant pour l'enseigner à des enfants ?» La réponse est celle-ci. Simplifiez le sujet et enseignez-le d'abord avec des images. Mon père riche coula de solides fondations financières à l'intention de Mike et moi. Vu que nous n'étions que des enfants, il imagina une façon simple de nous enseigner. Pendant des années, il n'utilisa que des images et des mots. Mike et moi comprîmes aisément les dessins rudimentaires, le jargon de la finance, le roulement de l'argent. Puis, au cours des années suivantes, Père Riche se mit à additionner des tas de nombres. Aujourd'hui, Mike est parvenu à un stade où il maîtrise une méthode de comptabilité beaucoup plus complexe et perfectionnée, car il lui a fallu en arriver là pour diriger son empire. Mes méthodes ne sont pas aussi perfectionnées que les siennes, car mon empire est plus petit. Et pourtant, nous sommes issus des mêmes fondations toutes simples. Dans les pages qui vont suivre, je vais vous présenter des dessins aux traits similaires à ceux que le père de Mike créa pour nous. Quoique simples, ces dessins aidèrent à guider deux petits garçons vers l'accumulation de très grandes richesses sur des fondations à la fois solides et profondes. Règle numéro 1. Il vous faut connaître la différence entre un actif et un passif et acheter des actifs. Si vous voulez devenir riche, voilà tout ce qu'il vous faut savoir. C'est la règle numéro 1. C'est la seule règle. Cela peut vous sembler ridiculement simple, mais la plupart des gens n'ont pas idée à quel point cette règle est judicieuse. Ils se débattent dans le domaine financier car ils ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Les gens riches acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passifs, mais ils croient que ce sont des actifs, disait Père Riche. Quand Père Riche nous expliqua cela à Mike et à moi, nous crûmes qu'il plaisantait. Nous étions là, au seuil de l'adolescence, à attendre le secret de la richesse, et voilà que Père Riche nous fournissait cette réponse. C'était si simple que nous dûmes nous arrêter longtemps pour y réfléchir. « Qu'est-ce qu'un actif ?» demanda Mike. « Ne t'en fais pas tout de suite avec cela, dit Père Riche. Laissez simplement cette idée s'infiltrer en vous. Si vous êtes capable d'en comprendre la simplicité, votre vie s'organisera d'elle-même et sera aisée sur le plan financier. L'idée est vraiment simple. Voilà pourquoi la plupart des gens passent à côté. Voulez-vous dire que tout ce qu'il faut savoir se résume à connaître ce qu'est un actif, à l'acquérir, et la richesse suivra ?» demandai-je. Père Riche fit signe que oui. C'est aussi simple que ça. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi tous ne sont pas riches demandai-je. Père Riche sourit. Parce que les gens ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Je me souviens avoir demandé « Comment les adultes peuvent-ils être aussi déroutés ? Si c'est aussi simple, si c'est aussi important, pourquoi tous les gens ne voudraient-ils pas le découvrir ?» Notre Père Riche n'eut besoin que de quelques minutes pour nous expliquer ce que représentent les actifs et les éléments de passif. En tant qu'adulte, j'éprouve de la difficulté à l'expliquer à d'autres adultes. Pourquoi ? La simplicité de cette idée leur échappe car ils ont été éduqués différemment. Ils ont été formés par des professionnels instruits, tels des banquiers, des comptables, des courtiers immobiliers, des planificateurs financiers, et ainsi de suite. Il est très difficile de demander à des adultes de désapprendre ou de devenir à nouveau des enfants. Un adulte intelligent a souvent l'impression qu'il est humiliant de prêter attention à des définitions simplistes. Père Riche croyait au principe suivant, la simplicité avant tout. Voilà pourquoi il nous insuffla cette simplicité, et cela nous rapporta de solides fondations sur le plan financier. On tire notre attention sur le fait de savoir lire et écrire, et non pas sur l'ABC du domaine financier. Ce ne sont pas les mots qui définissent ce qu'est un actif ou un passif. En fait, si vous voulez vraiment être embrouillé, cherchez les mots actifs et passifs dans le dictionnaire. Je sais que leur définition toute simple peut sembler tout à fait acceptable à un expert comptable, mais pour le commun des mortels, cela n'a aucun sens. Mais nous, en tant qu'adultes, sommes souvent trop fiers pour admettre que quelque chose n'a pas de sens. Pour de jeunes garçons comme nous, Père Riche disait « Ce qui définit un actif, ce ne sont pas des mots, mais des nombres. Et si vous êtes incapable de lire les nombres, vous ne pourrez pas faire la différence entre un actif et un trou dans le sol. » En comptabilité, disait Père Riche, ce ne sont pas les nombres qui comptent, mais ce que ces nombres vous disent. Il en va de même pour les mots.
Ce ne sont pas les mots qui importent, mais l'histoire que ces mots vous racontent. Si vous voulez devenir riche, il vous faut lire et comprendre les nombres. J'ai entendu mon père riche dire cela des milliers de fois. Il disait aussi très souvent, le riche acquiert des actifs, tandis que le pauvre et la classe moyenne acquièrent des éléments de passif. Il y a 20 ans aujourd'hui, apprendre, désapprendre, réapprendre. Cette citation du futuriste Alvin Toffler reflète ce que Père Riche m'a dit il y a 2 décennies. L'illettré du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Voici comment faire la différence entre un actif et un passif. La plupart des comptables et des professionnels du domaine financier ne s'accordent pas sur les définitions, mais les schémas qui vont suivre, sous forme de simples dessins, furent le point de départ de solides fondations financières pour 2 jeunes garçons. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'un actif. Imaginez 2 schémas. Le premier schéma, en haut, représente un état des résultats. Cela évalue les revenus et les dépenses, les entrées et les sorties d'argent. Le deuxième schéma, dessous, est le bilan. On l'appelle ainsi car son rôle est de comparer l'actif par rapport au passif. Plusieurs novices dans le domaine financier ne connaissent pas le rapport entre l'état des résultats et le bilan. Il est capital de comprendre ce rapport. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Père Riche affirma simplement aux 2 jeunes garçons que nous étions « L'actif met de l'argent dans vos poches ». Cette formule est simple, joliment dite et utilisable. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'un passif. À présent que vous avez appris ce que sont l'actif et le passif, il sera peut-être plus facile de comprendre mes définitions à l'aide de mots. Un actif est l'ensemble des biens et créances qui mettent de l'argent dans ma poche. Un passif est l'ensemble des biens et créances qui enlèvent de l'argent de ma poche. Voilà vraiment l'essentiel de ce qu'il vous faut savoir. Si vous voulez être riche, passez simplement votre vie à acheter des actifs. Si vous voulez rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passez donc votre vie à acheter des éléments de passif. L'incapacité de maîtriser la lecture et la compréhension des mots et des nombres est à la base des problèmes financiers. Quand des gens éprouvent des difficultés financières, c'est qu'ils ne parviennent pas à comprendre des éléments précis en ce qui a trait aux nombres ou aux mots. Les riches sont riches parce qu'ils en savent davantage dans différents domaines que ces gens qui ont des problèmes financiers. Par conséquent, si vous voulez devenir riche et conserver votre richesse, il est important que vous connaissiez l'ABC du domaine financier au niveau des mots et des nombres. Les flèches dans les schémas qui précèdent représentent la marge brute d'autofinancement ou le cash flow. Les nombres et les mots pris séparément ou hors de leur contexte ne signifient pas grand-chose. C'est avant tout l'histoire qui compte. Dans la communication de l'information financière, la lecture des nombres, c'est la recherche de l'intrigue, de l'histoire du déplacement du flux monétaire. Dans 80% de la plupart des familles, l'histoire financière brosse le portrait d'un dur labeur dans le but de progresser, d'aller de l'avant. Cependant, leurs efforts n'aboutissent à rien parce qu'ils passent leur vie à acheter des éléments de passif plutôt que des actifs. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre. Le salaire est la seule source de revenus. Il est dépensé pour beaucoup de choses, comme la nourriture, les taxes, les vêtements, le loyer, le transport, etc. Il n'y a pas les actifs et les passifs. Voici le modèle de la marge d'autofinancement d'une personne de la classe moyenne. Le salaire est la seule source de revenus. Il est dépensé sur les mêmes choses que la personne pauvre consomme. Mais seulement, la classe moyenne a des frais supplémentaires. Hypothèque, crédit consommation, carte de crédit, et ainsi de suite. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne fortunée. Un riche a plus de sources de revenus, tels que revenus locatifs, dividendes, intérêts. Ils proviennent des actifs, immobilier, actions, obligations, créances, propriété intellectuelle, etc. Tous les schémas sont évidemment simplifiés à l'extrême. Tous ces gens ont des frais de subsistance, des besoins en ce qui a trait à la nourriture, au gîte et à l'habillement. Les schémas indiquent le déplacement du flux monétaire au cours de l'existence d'une personne pauvre, d'une autre de la classe moyenne et d'une dernière de la classe fortunée. C'est ce déplacement du flux monétaire qui nous raconte toute l'histoire.
Ce récit nous explique comment ces personnes s'y prennent pour gérer leur argent et ce qu'elles font avec une fois qu'elles ont cet argent entre les mains. J'ai entrepris ce chapitre avec l'histoire des hommes les plus riches en Amérique afin d'exposer une faille révélatrice dans la pensée de tant de gens. Ils croient que l'argent va résoudre tous les problèmes. Voilà pourquoi j'ai un mouvement de recul chaque fois que j'entends des gens me questionner pour savoir comment devenir riche plus rapidement. Ou encore, il leur arrive souvent de me demander par où commencer pour y parvenir. J'entends fréquemment « j'ai beaucoup de dettes, par conséquent, j'ai besoin de gagner davantage d'argent ». Dans bien des cas, un surplus d'argent ne règle pas le problème. En fait, il est fort possible que cela amplifie le problème. L'argent rend souvent plus manifeste nos tragiques imperfections humaines. L'argent braque fréquemment un projecteur sur certains côtés de nous qui nous échappent. Voilà pourquoi il arrive bien trop souvent que des personnes reçoivent soudainement, comme tombant du ciel, un héritage, une augmentation de salaire ou des gains à la loterie, et qu'elles retournent en un court laps de temps dans le même gâchis financier, dans un fouillis peut-être pire que celui dans lequel elles se débattaient avant d'encaisser cet argent. L'argent fait simplement ressortir le schéma de la marge brute d'autofinancement qui défile dans votre tête. Si votre schéma consiste à dépenser tout ce que vous gagnez, il y a de fortes chances pour qu'un accroissement d'argent entraîne automatiquement une augmentation des dépenses. Par conséquent, selon un vieux proverbe, aux idiots l'argent file entre les doigts. J'ai répété à plusieurs reprises que nous fréquentions l'école pour acquérir des capacités scolaires et des compétences professionnelles, lesquelles sont importantes. Nous apprenons à gagner de l'argent grâce à nos compétences professionnelles. Dans les années 60, lorsque je fréquentais l'école secondaire, quand quelqu'un était doué sur le plan scolaire, les gens présumaient que cet étudiant brillant allait devenir un médecin parce que c'était la profession promise aux plus grandes récompenses financières. De nos jours, les médecins font face à des complications financières que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. La prise de contrôle de la profession par des compagnies d'assurance, la gestion des services médicaux, l'intervention du gouvernement et les poursuites pour faute professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes veulent devenir des athlètes célèbres, des étoiles de cinéma, des vedettes du rock, des reines de beauté ou des PDG, pour la simple raison que c'est là que la renommée, l'argent et le prestige se trouvent. Voilà pourquoi il est si difficile de motiver les jeunes à l'école de nos jours. Ils savent que la réussite professionnelle n'est plus uniquement liée à la réussite scolaire, comme auparavant. Étant donné que des millions d'étudiants quittent l'école sans acquérir de solides connaissances sur le plan financier, des millions de gens instruits poursuivent ensuite leur carrière avec succès, mais ils se retrouvent plus tard dans de graves difficultés financières. Ils travaillent donc plus fort, mais ne parviennent pas à faire des progrès, à aller de l'avant. Ils manquent à leur éducation, à leur instruction, non pas de savoir comment gagner de l'argent, mais comment le gérer. Cela s'appelle avoir des dispositions pour la finance. Quoi faire avec l'argent une fois que vous l'avez entre les mains? Combien de temps réussissez-vous à le conserver et jusqu'à quel point cet argent travaille-t-il efficacement à votre service? La plupart des gens ne peuvent pas dire pourquoi ils se débattent financièrement, car ils ne comprennent pas ce qu'est la marge brute d'autofinancement ou cash flow. Une personne peut être très instruite, couronnée de succès sur le plan professionnel et être ignorante dans le domaine financier. Bien souvent, ces gens travaillent plus dur que nécessaire, parce que c'est la seule façon de travailler qu'ils connaissent et ils n'ont pas appris à mettre l'argent à leur service. Comment la quête d'un rêve financier se transforme en un cauchemar financier? L'histoire classique de ces gens qui travaillent très dur suit un modèle bien déterminé. Récemment mariés, l'heureux jeune couple très instruit emménage dans un petit appartement loué. Tous deux prennent conscience rapidement qu'ils économisent de l'argent, car deux personnes peuvent s'en tirer à aussi bon compte qu'une seule, ou presque. Le problème est qu'ils sont logés bien à l'étroit. Ils décident d'épargner de l'argent pour acheter la maison de leurs rêves dans le but d'avoir des enfants. Ils ont maintenant 2 revenus et ils se mettent à se concentrer sur leur carrière. Leurs revenus commencent à augmenter. En même temps que leurs revenus augmentent, leurs dépenses croissent également. Pour la plupart des gens, les impôts viennent en tête de liste au chapitre des dépenses. Bien des personnes croient que l'impôt sur le revenu constitue la dépense principale, mais pour la majorité des Américains, la contribution la plus élevée est celle attribuée à la sécurité sociale. Si vous êtes un employé, il paraît que votre contribution à la sécurité sociale, additionnée au taux de contribution à l'assistance médicale aux personnes âgées, représente approximativement 7,5%, mais c'est en fait 15%, étant donné que l'employeur doit contribuer pour le même montant à la sécurité sociale. Au fond, c'est de l'argent que l'employeur ne peut pas vous payer en salaire. Pour couronner le tout, il vous faut quand même payer de l'impôt sur le montant déduit de votre salaire pour votre contribution à la sécurité sociale.
C'est un revenu que vous ne recevez jamais, car il s'en va directement à la sécurité sociale par le moyen des retenues à la source. Il y a 20 ans, impôts et programmes de prestations. Partout dans le monde, les impôts ne cessent d'augmenter à mesure que les demandes sociétales tributaires des recettes fiscales nécessitent une plus forte imposition des propriétés, des revenus et des ventes. Impôts à valeur ajoutée. Les revenus plus élevés entraînent un changement de tranche d'imposition et des taux plus progressifs. L'objectif est de financer les services sociaux, aussi appelés programmes de prestations. Aujourd'hui, le gouvernement fait face à de sérieux défis alors que des programmes de prestations tels que la sécurité sociale et Medicare risquent la faillite. La meilleure façon de démontrer cela est de revenir aux jeunes couples. Par suite de l'augmentation de leurs revenus, ils décident d'acheter la maison de leurs rêves. Une fois dans la demeure, ils héritent d'une nouvelle taxe appelée l'impôt foncier. Puis, ils achètent une auto neuve, de nouveaux meubles et des appareils ménagers qui s'harmonisent avec leur nouvelle maison. Du jour au lendemain, ils se rendent compte que la colonne de leur passif est saturée de dettes à cause de leur hypothèque et de leur carte de crédit. Puis, leurs éléments de passif augmentent. Ils sont maintenant pris au piège de la foire d'empoigne, le rat race. Peu de temps après, un enfant naît. Ils travaillent encore plus dur. Le processus se répète. Ils font davantage d'argent et leurs taxes sont maintenant plus élevées. Cela s'appelle aussi changer de tranche d'imposition en ce qui a trait à l'impôt sur le revenu. Ils reçoivent une carte de crédit par le courrier. Ils l'utilisent. Ils atteignent rapidement la limite de crédit disponible. Une société de crédit leur téléphone pour leur annoncer que leur actif le plus important, leur maison, a pris de la valeur. Étant donné que leur crédit est excellent, cette société leur propose un prêt dans le but de consolider leurs dettes. La société de crédit leur dit également que la chose intelligente à faire serait d'acquitter leurs dettes à intérêt élevé et de régler leur carte de crédit. En outre, les intérêts qu'ils paient sur leur maison sont sujets à dégrèvement d'impôts. Le couple choisit cette solution et rembourse ses cartes de crédit à haut taux d'intérêt. L'homme et la femme poussent un soupir de soulagement après avoir payé les soldes de leur carte de crédit. Ils ont maintenant réuni ensemble leurs dettes de consommateurs et l'hypothèque prise pour acheter leur maison. Leurs versements mensuels sont moins élevés car ils ont réaménagé le remboursement de leurs dettes sur une période de plus de 30 ans. C'est la chose intelligente à faire. Il y a 20 ans, les cartes de crédit. De nos jours, selon des statistiques établies en 2016, le solde des cartes de crédit du consommateur américain atteint un record historique, 779 milliards de dollars. S'agit-il de mauvaises dettes ou de bonnes dettes? Connaissez-vous la différence? Leurs voisins les appellent pour les inviter à faire des courses et à profiter de certaines soldes. Ils se promettent de regarder seulement, mais au cas où ils trouveraient quelque chose, ils prennent leur carte de crédit. Je rencontre continuellement de jeunes couples semblables à celui-ci. Les noms changent, mais leur dilemme financier est le même. Ils se présentent à une de mes causeries pour entendre ce que j'ai à dire. Ils me demandent « Pouvez-vous nous dire comment gagner davantage d'argent ?» Leurs habitudes au chapitre des dépenses les obligent à chercher plus de revenus. Ils n'ont pas compris que le problème réside avant tout dans les choix de dépenses qu'ils font avec l'argent dont ils disposent et que c'est là la véritable raison de leurs problèmes financiers. Ces problèmes sont causés par leur absence de connaissances sur le plan financier et par le fait qu'ils ne comprennent pas la différence entre un actif et un passif. Les problèmes monétaires d'un individu sont rarement réglés par une entrée d'argent. Seule l'intelligence résout les problèmes. Il existe un adage qu'un de mes amis répète sans cesse aux gens endettés. Si vous vous retrouvez vous-même dans un trou, cessez de creuser. Quand j'étais enfant, mon père nous disait souvent que les Japonais connaissaient 3 pouvoirs. Le pouvoir du sabre, celui du joyau et celui du miroir. Le sabre symbolise le pouvoir des armes. L'Amérique a dépensé des milliards de dollars en armement et grâce à cela, elle est la présence militaire suprême dans le monde. Le joyau symbolise le pouvoir de l'argent. Il y a une bonne part de vérité dans l'adage suivant. Rappelez-vous la règle d'or. Celui qui possède l'or fait les règles. Le miroir symbolise le pouvoir de la connaissance de soi. Cette connaissance de soi, selon la légende japonaise, est le plus précieux des 3 pouvoirs. Les pauvres et la classe moyenne permettent bien trop souvent au pouvoir de l'argent de les contrôler. Par le simple fait de se lever et de travailler plus dur, tout en ne se demandant pas si ce qu'ils font a du sens, ils se tirent eux-mêmes dans le pied quand ils quittent la maison chaque matin pour aller travailler. La vaste majorité des gens permettent à l'impressionnant pouvoir de l'argent de les contrôler car ils ne comprennent pas pleinement ce qu'est l'argent. S'ils avaient employé le pouvoir du miroir, ils se seraient demandé à eux-mêmes
cela a-t-il du sens? Bien trop souvent, plutôt que de faire confiance à leur sagesse intérieure, à ce bon génie à l'intérieur d'eux, la plupart des gens imitent la multitude, la foule. Ils font certaines choses parce que tout le monde le fait. Ils se conforment aux façons de vivre des autres au lieu de se questionner. Bien des fois, ils répètent inlassablement ce que l'on a dit. Des idées comme celle-ci. Diversifiez-vous. Ou bien, votre maison est un actif. Votre demeure est votre investissement le plus important. Vous obtiendrez une réduction d'impôt si vous vous endettez davantage. Cherche-toi un emploi sûr. Ne commets pas d'erreurs. Ne prends pas de risques. On raconte que la peur de parler en public est plus grande que celle de la mort pour la majorité des gens. Selon certains psychiatres, la peur de parler en public est suscitée par la crainte d'être exclu, la peur de se faire remarquer, la peur de la critique, la peur du ridicule et la peur d'être réprouvé. La peur d'être différent empêche la plupart des gens de chercher de nouvelles façons de régler leurs problèmes. Voilà pourquoi mon père très instruit disait que les Japonais accordaient plus de valeur au pouvoir du miroir, car ce n'est qu'en regardant dans le miroir, en tant qu'être humain, que nous découvrons la vérité. Et la peur est la principale raison pourquoi la plupart des gens disent « ne prends pas de risques ». Cela s'applique à n'importe quelle sphère de la vie, que ce soit les sports, les relations humaines, une carrière ou l'argent. C'est la même peur, la peur d'être exclu, qui amène les gens à rester conformes à la norme et à ne pas remettre en question des opinions généralement acceptées, des tendances populaires. Votre maison est un actif. Obtenez un emprunt pour consolider vos dettes et libérez-vous de celles-ci. Travaillez plus dur. J'ai obtenu une promotion. Un jour ou l'autre, je deviendrai vice-président. Épargnez de l'argent. Quand j'obtiendrai une augmentation de salaire, je vais nous acheter une grande maison. Les fonds communs de placement sont sans risque. Plusieurs graves problèmes financiers sont occasionnés par le fait de vouloir à tout prix suivre les autres et de ne pas se trouver en reste avec les voisins. De temps à autre, nous avons tous besoin de regarder dans le miroir et d'être fidèles à notre sagesse intérieure plutôt qu'à nos peurs. Il y a 20 ans, qui est à bord? Mon père riche s'était entouré d'hommes et de femmes qui étaient des spécialistes. Avocats, comptables, courtiers et banquiers. Et Kim et moi avons fait la même chose. Actuellement, notre équipe de conseillers est l'un de nos plus grands actifs. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent? L'équipe de l'entrepreneur. Qui fait partie de la vôtre? À l'époque où Mike et moi avions 16 ans, nous commençâmes à éprouver des difficultés à l'école. Nous n'étions pas de mauvais garçons. Nous nous mîmes simplement à nous distinguer du reste des élèves. Nous travaillâmes pour le père de Mike après l'école et pendant les fins de semaine. Mike et moi avons souvent passé plusieurs heures après le travail, assis à une table avec son père, tandis que ce dernier rencontrait ses banquiers, ses avocats, ses comptables, ses agents de change, ses investisseurs, ses gérants et ses employés. Voilà un homme qui avait abandonné l'école à l'âge de 13 ans. À présent, il dirigeait, donnait des directives, des ordres et posait des questions à des gens instruits. Ils étaient à sa disposition et ils avaient envie de rentrer sous terre quand il les désapprouvait. C'était un homme qui n'avait pas suivi la foule. Il avait sa façon très personnelle de penser et il détestait entendre ces mots. Nous devons faire cela de cette façon, car c'est ainsi que tout le monde le fait. Il détestait aussi les mots « je ne peux pas ». Si vous vouliez absolument qu'il fasse telle ou telle chose, vous n'aviez qu'à dire « je ne pense pas que vous pouvez le faire ». Mike et moi en apprîmes encore davantage par notre présence à ces rencontres que pendant toutes nos années d'école, incluant le collège. Le père de Mike n'avait pas d'instruction, mais il était instruit sur le plan financier et c'est ce qui fit sa réussite. Il avait l'habitude de nous répéter très souvent « les êtres intelligents engagent des gens plus intelligents qu'ils ne le sont eux-mêmes ». Par conséquent, Mike et moi eûmes l'avantage de passer des heures à écouter des gens intelligents et à apprendre des tas de choses grâce à eux. Mais à cause de cela, Mike et moi ne pouvions tout simplement pas approuver tous les dogmes conformes à la norme que nos professeurs prenaient. C'est ce qui déclencha les problèmes. Chaque fois que le professeur disait « si vous n'obtenez pas de bonnes notes, vous ne réussirez pas dans le monde du travail », Mike et moi froncions simplement les sourcils. Quand on nous disait de nous conformer aux procédures inscrites au programme et de ne pas nous écarter des règles, nous nous rendions compte à quel point ce modèle d'instruction décourageait toute forme de créativité. Nous commençâmes à comprendre pourquoi notre père riche nous avait dit que les écoles étaient conçues pour produire de bons employés et non pas des employeurs. Mike et moi demandions de temps à autre à nos professeurs de nous dire de quelle façon nous pouvions mettre en application ce que nous étudions. Nous leur demandions aussi pourquoi nous n'étudions jamais le sujet de l'argent et de son fonctionnement. À la dernière question, nous obtînmes souvent cette réponse. L'argent n'est pas important, et si vous excellez dans la poursuite de votre éducation, l'argent suivra automatiquement.
plus nous en apprîmes sur le pouvoir de l'argent, plus nous prîmes nos distances vis-à-vis de nos professeurs et de nos camarades de classe. Mon père, très instruit, n'exerça jamais une pression sur moi au sujet de mes notes. Je me suis souvent demandé pourquoi. Mais nous commençâmes à nous disputer à propos de l'argent. Dès l'âge de 16 ans, j'avais probablement une bien meilleure formation que mes parents en ce qui a trait à l'argent. Je pouvais tenir la comptabilité d'une firme. J'avais la chance d'entendre des conseillers fiscaux, des avocats de différentes entreprises, des banquiers, des courtiers dans l'immobilier, des investisseurs et ainsi de suite. Mon père, de son côté, s'entretenait avec des professeurs. Un jour, mon père me dit que notre maison était son investissement le plus important. Une controverse pas tellement agréable s'ensuivit quand je lui expliquai pourquoi, selon moi, une maison n'était pas un bon investissement. Il y avait une différence de perception entre mon père riche et mon père pauvre relativement à leur maison. L'un d'eux pensait que sa maison était un actif, l'autre pensait que c'était un élément de passif. Je me souviens quand j'ai tracé le schéma pour mon père, dans le but de lui indiquer la direction que prend la marge brute d'autofinancement. Je lui ai aussi signalé les frais accessoires inhérents à la possession d'une propriété. Une maison plus grande signifie des dépenses plus importantes, et la marge brute d'autofinancement continue alors de diminuer à cause de la colonne des dépenses. Aujourd'hui, des gens contestent encore cette idée que je prône, selon laquelle une maison ne constitue pas un actif. Je sais que pour bien des gens, une maison est à la fois leur rêve et leur plus important investissement. Je sais aussi que le fait de posséder sa propre maison est mieux que rien. Je ne fais que proposer une autre manière d'envisager cette croyance populaire. Mon épouse et moi aimerions bien posséder une maison plus grande et plus voyante pour impressionner la galerie, mais nous savons que ce n'est pas un actif. C'est un passif, car une propriété vient chercher de l'argent dans notre poche. Voici donc l'argument que je propose. Je ne m'attends vraiment pas à ce que la plupart des gens soient d'accord avec mon raisonnement, car une jolie maison peut facilement nous amener à nous attendrir. Et quand il est question d'argent, les émotions fortes tendent à affaiblir l'intelligence financière d'un individu. Mon expérience personnelle m'a enseigné que quand il est question d'argent, chaque décision à prendre devient émotive. Quand il s'agit de maison, je voudrais faire remarquer que la plupart des gens travaillent toute leur vie pour payer une maison qu'ils ne possèdent jamais. En d'autres mots, la plupart des gens achètent une nouvelle maison à quelques reprises seulement dans leur vie et ils contractent à chaque fois un nouvel emprunt sur une période de 30 ans afin de rembourser l'emprunt précédent. Même si les gens reçoivent un dégrèvement d'impôt relativement aux intérêts de leurs versements hypothécaires, ils paient tous leurs autres frais avec des dollars après impôt. Il en est ainsi même quand ils ont purgé leur hypothèque. Les parents de mon épouse furent stupéfaits quand les impôts fonciers de leur maison grimpèrent à 1 000 $ par mois. Cela se passa peu de temps après qu'ils eurent pris leur retraite. Cette augmentation gréva leur budget de retraite et ils se sentirent obligés de déménager. Les maisons ne prennent pas toujours de la valeur. Certains de mes amis doivent encore $1 million sur une maison qui se vendrait beaucoup moins aujourd'hui. Les plus grandes pertes de toutes sont celles qu'on attribue aux occasions manquées. Si tout votre argent est immobilisé dans votre maison, il se peut que vous soyez forcé de travailler plus dur, car votre argent continue de fondre dans la colonne des dépenses au lieu de s'additionner dans la colonne de l'actif, ce qui représente le modèle classique de la marge d'autofinancement de la classe moyenne. Si un jeune couple investissait davantage d'argent, dès leur mariage, dans leur colonne de l'actif, leurs années à venir seraient plus aisées. Leurs actifs auraient fructifié et seraient utilisables pour aider à couvrir les frais. Il arrive trop souvent qu'une maison serve de facteur incitatif pour que vous contractiez un emprunt et que vous ayez ensuite à payer les dépenses qui vont toujours en augmentant. Pour résumer, quand on prend la décision d'acheter une maison trop dispendieuse pour nos moyens, au lieu de commencer à investir dès que possible dans un portefeuille de placement, le résultat final influe sur un individu tout au moins des 3 façons suivantes. 1. Perte de temps, pendant lequel les autres actifs auraient pu prendre de la valeur. 2. Perte d'un capital additionnel, qui aurait pu être investi au lieu de servir à défrayer des dépenses élevées d'entretien liées directement à la maison. 3. Perte d'un enseignement. Trop souvent, les gens incluent dans leur colonne de l'actif leur maison, leurs épargnes, leurs pensions de retraite et tout ce qu'ils possèdent. Étant donné qu'ils n'ont pas d'argent à investir, ils n'investissent tout simplement pas. Cela les empêche d'acquérir de l'expérience dans le domaine de l'investissement. La plupart de ces gens ne deviennent jamais ce que le monde de l'investissement appelle des investisseurs avisés. Et en général, les meilleurs investissements sont vendus aux investisseurs avisés, lesquels font alors volte-face et les revendent à d'autres qui ne prennent pas de risques. Il y a 20 ans, votre carte de pointage. Sans état financier, vous ne savez pas exactement où vous vous situez sur le plan matériel. Que cela vous plaise ou non,
L'argent représente votre performance et vos états financiers sont votre carte de pointage. Les banques veulent des états financiers, état des résultats et bilan, afin de connaître le pointage que vous obtenez au jeu financier de la vie. Les états financiers personnels de mon père très instruit dépeignent parfaitement la vie d'un être emprisonné dans la foire d'empoigne. Ses dépenses semblent toujours correspondre à ses revenus, ne lui permettant jamais d'investir dans des actifs. Par conséquent, ces éléments de passif sont plus importants que ses actifs. Le schéma état financier montrant l'état des résultats de mon père pauvre vaut 1000 mots. Les états financiers personnels de mon père riche reflètent l'aboutissement d'une vie consacrée à investir et à minimiser les éléments de passif. Pourquoi les riches deviennent plus riches ? Un coup d'œil sur les états financiers de mon père riche nous aide à comprendre pourquoi les riches deviennent plus riches. La colonne de l'actif génère amplement de revenus et même davantage pour couvrir les dépenses, tandis que le solde créditeur est réinvesti dans la colonne de l'actif. Celle-ci continue de croître et par conséquent, les revenus qu'elle génère augmentent en même temps qu'elle. Il en résulte ce qui suit. Les riches deviennent plus riches. La raison des difficultés financières de la classe moyenne. La classe moyenne se retrouve constamment au beau milieu de problèmes financiers. Le principal revenu de ces gens provient de leur salaire, et quand celui-ci augmente, leurs impôts augmentent aussi. Leurs dépenses ont tendance à croître en proportion de leur augmentation de salaire. De là, les mots foire d'empoigne ou l'engrenage. Ils considèrent que leur maison est leur principal actif au lieu d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Le scénario très courant qui consiste à considérer votre maison comme un investissement et la conception de la vie très répandue selon laquelle une augmentation de salaire signifie que vous pouvez acheter une plus grande maison ou dépenser davantage, voilà les fondements de notre société d'aujourd'hui, laquelle est criblée de dettes. Ce processus d'accroissement des dépenses fait basculer les familles dans des dettes plus importantes encore et dans une incertitude financière plus grande, et cela même si ces gens obtiennent régulièrement de l'avancement et des augmentations de salaire au travail. C'est un mode de vie qui comporte de hauts risques, occasionnés par une éducation financière médiocre. La perte massive d'emplois ces derniers temps, à cause de la réduction des effectifs des entreprises, a mis en évidence à quel point la classe moyenne est vraiment chancelante sur le plan financier. Les régimes de retraite des entreprises sont remplacés par des programmes gouvernementaux beaucoup moins alléchants. La sécurité sociale éprouve manifestement certains problèmes et ne peut pas être considérée comme une solution en prévision de la retraite. La panique s'est installée chez la classe moyenne. Aujourd'hui, les fonds communs de placement sont populaires parce qu'ils représentent prétendument la sécurité. Les acheteurs moyens de fonds communs de placement sont très occupés à travailler pour payer leurs impôts et leurs hypothèques, pour rembourser leurs cartes de crédit, et ils sont très absorbés à économiser pour défrayer les études de leurs enfants. Ils n'ont donc pas le temps d'étudier l'investissement. Ils doivent se fier aux connaissances financières du gestionnaire d'un fonds commun de placement. De plus, étant donné que les fonds communs de placement comprennent différents types d'investissements, ils ont l'impression que leur argent est davantage en sécurité car le portefeuille de leur placement est diversifié. La classe moyenne instruite souscrit au dogme de la diversification prôné par les courtiers de fonds communs de placement et par les planificateurs financiers. Jouez selon les règles et ne prenez aucun risque. Il y a 20 ans, les régimes de retraite. Depuis la faillite d'Enron, il est devenu manifeste que les régimes de retraite sont en difficulté. Même les régimes gouvernementaux, comme ceux de la Grèce, de l'Italie et de la Californie, ne parviennent pas à payer les prestations qui sont dues aux retraités. Le régime de retraite n'est donc plus un gage de sécurité pour l'individu qui quitte le marché du travail et qui doit continuer à subvenir à ses besoins. Lorsque le marché boursier s'est effondré en 2009, tous ceux qui s'apprêtaient à prendre leur retraite se sont retrouvés dans une situation précaire, même s'ils avaient cotisé à divers programmes de prestations. La véritable tragédie est celle-ci. L'absence d'une éducation financière très tôt dans la vie crée un risque que la majorité de la classe moyenne doit affronter. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas prendre de risques est que leur situation financière est au mieux précaire. Leurs bilans ne sont pas équilibrés. Ils sont criblés de dettes et ne possèdent aucun véritable actif qui pourrait générer des revenus. D'une manière typique, leur seule source de revenus provient de leur salaire. Leur gagne-pain dépend entièrement de leur employeur. Par conséquent, quand de véritables affaires en or se présentent, ces mêmes gens sont incapables d'en profiter pour la simple raison qu'ils travaillent très dur, que leur salaire est imposé au maximum et qu'ils sont couverts de dettes. Comme je l'ai mentionné au début de ce chapitre, la règle la plus importante est de connaître la différence entre un actif et un passif.
Une fois que vous aurez compris cette différence, concentrez tous vos efforts à acheter seulement des actifs qui génèrent des revenus. C'est la meilleure façon de vous engager sur la voie qui mène à la richesse. Allez dans ce sens et votre colonne de l'actif croîtra. Arrangez-vous pour garder le contrôle sur vos éléments de passif et sur vos dépenses. Cela créera davantage de fonds disponibles pour continuer de les réinvestir dans la colonne de l'actif. Bientôt, la base de l'actif deviendra si solide que vous pourrez vous permettre de jeter un coup d'œil sur des investissements plus spéculatifs. Des investissements qui peuvent vous rapporter des bénéfices de 100% jusqu'à l'infini. Des placements de 5 000 $ se transforment en peu de temps en une somme d'1 million de dollars ou plus encore. Ce sont des investissements que la classe moyenne trouve trop risqués. Ce genre d'investissement n'est pas risqué en soi pour quelqu'un qui a de solides connaissances sur le plan financier. À titre d'employé, également propriétaire d'une maison, les efforts que vous investissez dans votre travail correspondent généralement au scénario suivant. 1. Vous travaillez pour une entreprise. La plupart des gens, travaillant pour un salaire, rendent le patron ou les actionnaires plus riches, mais pas eux-mêmes. Vos efforts et votre succès concourront à la réussite de votre patron et à lui assurer une retraite dorée. 2. Vous travaillez pour le gouvernement. Ce dernier prend sa part de votre paye avant même que vous vous en rendiez compte. En travaillant plus dur, vous ne faites qu'accroître le montant des impôts et contributions prélevées par le gouvernement. La plupart des gens travaillent, du mois de janvier au mois de mai, rien que pour régler ce qu'ils doivent au gouvernement. 3. Vous travaillez pour la banque. Après les impôts et les contributions, vos plus importantes dépenses sont habituellement les dettes que vous avez contractées par le truchement de votre hypothèque et de vos cartes de crédit. Si vous décidez simplement de travailler plus dur, le problème est que chacun des 3 niveaux qui précèdent absorbe une part plus grande de vos efforts supplémentaires. Il vous faut apprendre comment faire en sorte que vos efforts supplémentaires puissent profiter directement à votre famille et à vous-même. Une fois que vous aurez pris la décision de bien vous occuper de vos affaires, axez vos efforts à acquérir des actifs. Quels seront vos objectifs? La plupart des gens ne comptent que sur leur emploi et leur salaire pour financer l'acquisition d'actifs. Pendant que leurs actifs croissent, comment évaluent-ils l'étendue de leur réussite? À quel moment les gens réalisent-ils qu'ils sont riches et fortunés? J'ai ma définition personnelle d'un actif et d'un passif, j'ai aussi ma propre définition de la richesse. En fait, je l'ai emprunté à un homme du nom de R. Buckminster Fuller. Certains disent de lui que c'est un charlatan et d'autres le considèrent comme un véritable génie. Il y a plusieurs années, il a fait des vagues dans le domaine de l'architecture en déposant une demande de brevet pour une structure appelée un dôme géodésique. Mais dans sa demande, M. Fuller dit également quelques mots concernant la richesse. À la première lecture, cela me sembla passablement confus, mais après l'avoir relu à quelques reprises, ce texte prit soudain un réel sens. La richesse est la capacité d'une personne à survivre pendant de nombreuses années dans l'avenir, ou bien, si je cessais de travailler aujourd'hui, combien de temps pourrais-je survivre? Contrairement à la valeur nette, qui est la différence entre vos actifs et vos éléments de passif, cette définition crée la possibilité de développer une mesure vraiment précise. Je pouvais maintenant évaluer et savoir avec certitude où j'en étais rendu par rapport à mon objectif de devenir indépendant sur le plan financier. Même si la valeur nette inclut souvent ces actifs qui ne génèrent pas d'argent comptant, comme ces objets que vous avez achetés et qui sont entreposés dans votre garage, la richesse calcule et évalue combien d'argent votre argent est en train de vous faire gagner, et par conséquent, elle mesure votre capacité de survie financière. La richesse consiste à mesurer la marge brute d'autofinancement de la colonne de l'actif en comparaison de la colonne des dépenses. Utilisons un exemple. Disons que j'ai une marge brute d'autofinancement de 1 000 $ par mois dans ma colonne de l'actif, et j'ai des dépenses mensuelles de 2 000 $. De combien est-ce que je dispose? Revenons à la définition de Buckminster Fuller. En utilisant cette dernière, combien de jours puis-je survivre? Et présumons que c'est un mois de 30 jours. D'après cette définition, je dispose d'une marge brute d'autofinancement de 15 jours seulement. Quand j'aurai atteint une marge brute d'autofinancement de 2 000 $ par mois dans ma colonne de l'actif, je serai à l'aise financièrement. Donc, je ne suis pas encore riche, mais je suis à l'aise. J'ai maintenant plus de revenus provenant chaque mois de mes actifs que de dépenses mensuelles. Si je veux augmenter mes dépenses, je dois d'abord accroître ma marge brute d'autofinancement par le moyen d'actifs afin de maintenir ce niveau de richesse. Prenez bonne note que c'est à partir de cette étape-ci que je ne suis plus dépendant de mon salaire. J'ai concentré toute mon attention et je suis parvenu à ériger une colonne de l'actif qui fait de moi un être financièrement indépendant. Si je laissais tomber mon emploi aujourd'hui, je serais capable de couvrir mes dépenses mensuelles grâce à la marge brute d'autofinancement provenant de mes actifs.
Il y a 20 ans, richesse et épargne. De nos jours, peu de gens ont suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins pendant aussi peu qu'un mois. Les économies de la majorité des Américains, par exemple, sont inférieures à 400 $. Un sondage réalisé en 2016 par Go Banking Rates a révélé une statistique encore plus stupéfiante. 34% des Américains n'ont pas d'économie. Peu d'individus pourraient survivre très longtemps sans un chèque de paye ou une aide gouvernementale. Mon prochain objectif sera de réinvestir dans la colonne de l'actif l'excédent de la marge brute d'autofinancement de mes actifs. Plus j'investis d'argent dans ma colonne de l'actif, plus cette colonne croît. Plus mes actifs augmentent, plus ma marge brute d'autofinancement grandit. Et tant et aussi longtemps que mes dépenses seront moins élevées que la marge brute d'autofinancement que génèrent ces actifs, je deviendrai plus riche avec de plus en plus de revenus provenant d'autres sources que celles de mon labeur physique. À mesure que ce processus de réinvestissement se poursuit, je suis vraiment sur la bonne route qui mène à la richesse. Souvenez-vous seulement de cette simple observation. Le riche achète des actifs. Le pauvre n'a que des dépenses. La classe moyenne achète des éléments de passif en pensant que ce sont des actifs. Que dois-je faire pour commencer vraiment à m'occuper de mes propres affaires? Quelle est donc la réponse? Écoutons le fondateur de McDonald's dans le prochain chapitre. Séance d'études. Chapitre 2, leçon 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Résumé. Retrouvons Robert et Mike 3 décennies et demie plus tard. Mike a pris les rênes de l'entreprise de son père et il la gère encore mieux que lui. Quant à Robert, il a pris sa retraite à 47 ans. La fortune de sa femme et lui grandit automatiquement comme un arbre sain. Il nous raconte l'histoire d'une réunion tenue en 1923 entre certains des plus grands chefs de file et des plus riches hommes d'affaires du pays. Les propriétaires de la plus grande aciérie et de la plus importante compagnie de gaz, le président de la bourse de New York et un membre du cabinet du président Warren Harding, entre autres. 25 ans plus tard, la vie de la majorité d'entre eux prend fin tragiquement. Ils étaient soit fauchés, soit en exil ou encore en prison. Le krach de 1929 et la grande crise ont probablement influé sur leur destin. Mais nous vivons aujourd'hui à une époque encore plus instable et changeante. Notre survie dépend davantage de notre éducation et de notre faculté d'apprentissage que de l'argent. Ce n'est pas l'argent que nous gagnons qui compte, mais les sommes que nous parvenons à conserver et le nombre de générations qui le conservent. Donc, lorsque les gens demandent à Robert par où ils doivent commencer pour devenir riches, il leur dit ce que son père riche lui répondait autrefois. Si vous voulez être riche, vous devez connaître l'ABC du domaine financier. Robert compare la façon dont les gens s'y prennent à la construction d'un gratte-ciel sur une dalle de béton conçue pour une petite maison. Parce que les jeunes terminent leurs études sans aucune assise sur le plan financier, ils se lancent dans la vie adulte en quête du rêve américain et se retrouvent lourdement endettés et ils ne voient qu'une solution à leurs problèmes, s'enrichir rapidement. Dépourvus d'éducation financière, leurs efforts ressemblent à l'érection d'un gratte-ciel sur une fondation trop faible et au lieu de l'Empire State Building apparaît la tour penchée de la banlieue. Toutefois, Robert et son ami d'enfance, Mike, avaient appris à couler de solides fondations financières dignes d'un gratte-ciel grâce à l'enseignement de pères riches. La comptabilité est un sujet déroutant et ennuyeux, mais elle est absolument essentielle à la réussite financière. Pour la rendre accessible aux deux garçons, Père Riche a utilisé des images. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à parler de chiffres pour guider Robert et Mike dans le dédale des concepts clés. La règle numéro 1, dit Robert, est qu'il faut connaître la différence entre un actif et un passif, et n'acheter que des actifs. C'est tout ce qu'il faut savoir. Mais même si cette règle peut sembler simple, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Lorsque Père Riche a expliqué cela à Robert et Mike, maintenant au seuil de l'adolescence, ils ont cru qu'il plaisantait. Comment des adultes pouvaient-ils ne pas comprendre? Les gens ne devraient-ils pas tous être riches? Le problème, c'est que la plupart des gens ont été éduqués différemment. Ils ont été instruits par des banquiers, des planificateurs financiers et autres professionnels, et ils doivent désapprendre ce qu'ils croient savoir. Ils trouvent humiliant de devoir tout reprendre à la base. Les véritables définitions d'un actif et d'un passif ne se trouvent pas dans les mots, mais dans les nombres. Voici le schéma d'un actif en termes de cash flow. La partie supérieure représente l'état des résultats, que l'on appelle souvent l'état des revenus et des dépenses. C'est l'argent qui entre et l'argent qui sort. La partie inférieure du schéma représente le bilan. On l'appelle ainsi parce que son rôle est de comparer l'actif par rapport au passif. Un actif augmente vos revenus.
Un actif met de l'argent dans votre poche. Voici le schéma d'un passif en termes de cash flow. Un passif enlève de l'argent de votre poche. Vous voulez être riche? Achetez des actifs. Cela paraît simple, mais si tant de gens ont des difficultés financières, c'est parce qu'ils achètent des éléments de passif. Si vous voulez faire fortune et rester riche, vous devez maîtriser ces concepts. Le salaire est la seule source de revenus. Il est dépensé pour beaucoup de choses, comme la nourriture, les taxes, les vêtements, le loyer, le transport, etc. Il n'y a pas les actifs et les passifs. Voici le modèle de la marge d'autofinancement d'une personne de la classe moyenne. Le salaire est la seule source de revenus. Il est dépensé sur les mêmes choses que la personne pauvre consomme. Mais seulement, la classe moyenne a des frais supplémentaires. Hypothèque, crédit consommation, carte de crédit, et ainsi de suite. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne fortunée. Un riche a plus de sources de revenus, telles que revenus locatifs, dividendes, intérêts. Ils proviennent des actifs, immobilier, actions, obligations, créances, propriété intellectuelle, etc. Ces exemples simplifiés illustrent le déplacement du flux monétaire et racontent comment chaque personne gère son argent. Souvent, les gens qui sont endettés croient que la solution est de gagner davantage d'argent. Mais non seulement ce surplus ne règle pas toujours leurs problèmes, mais il peut les amplifier. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes qui touchent soudain beaucoup d'argent, comme une manne tombée du ciel, en gagnant à la loterie ou en recevant un héritage par exemple, dépensent tout rapidement. Un surplus d'argent ne fait que se solder par une augmentation des dépenses. De nombreux individus n'ont pas d'éducation financière. Ils réussissent peut-être sur le plan professionnel, mais ils se débattent avec des problèmes financiers. Ils ont appris à gagner de l'argent, mais pas à le gérer. Un individu peut être très intelligent, mais être illettré en matière de finances. Il a appris à travailler dur pour l'argent, mais pas à mettre l'argent à son service. Robert nous raconte l'histoire d'un jeune couple qui se marie et qui commence une vie commune. Bientôt, leurs revenus augmentent, mais aussi leurs dépenses. Le couple est touché par les impôts et autres contributions qui viennent en tête de liste au chapitre des dépenses. Pour la majorité des gens, la contribution à la sécurité sociale, environ 15%, excède l'impôt sur le revenu. La contribution à la sécurité sociale et la contribution à l'assistance médicale doivent être égalées par l'employeur. C'est de l'argent que ce dernier ne peut pas verser au travailleur. Et l'employé doit quand même payer de l'impôt sur le montant qui est déduit de son salaire. Le jeune couple doit faire ses contributions et lorsqu'il achète une maison, il doit payer une taxe foncière. Et avec la nouvelle maison viennent une nouvelle voiture, de nouveaux meubles et de nouveaux électroménagers. Du jour au lendemain, il se rend compte que la colonne de son passif est saturée de dettes à cause de son hypothèque et de ses cartes de crédit. Le couple est maintenant pris au piège de la foire d'empoigne. Et puis, avec l'arrivée d'un bébé, ils doivent travailler encore plus dur. Et comme ils gagnent davantage d'argent, ils payent plus d'impôts. Il continue à accumuler les dettes pour finalement les intégrer à son hypothèque en demandant un prêt de consolidation. Mais le couple n'a pas changé ses habitudes et il continue de se servir de ses cartes de crédit, sans compter qu'il fait réaménager le remboursement de sa dette hypothécaire sur une plus longue période. Pour ce couple et tant d'autres, le véritable problème réside dans leur incapacité à gérer l'argent qu'ils ont. Cela s'explique par leur absence de connaissances sur le plan financier et par le fait qu'ils ne comprennent pas la différence entre un actif et un passif. Tant de gens ne prennent pas le temps de s'interroger sur ce qui est censé et se contentent de suivre la foule. Souvent, ils répètent de façon irréfléchie ce qu'on leur a toujours dit. Diversifiez vos investissements. Votre maison est un actif. Vous obtiendrez une réduction d'impôt si vous vous endettez davantage. Trouvez un emploi sûr. Ne commettez pas d'erreurs. Ne prenez pas de risques. Robert et Mike ont passé beaucoup de temps en compagnie de pères riches et ont beaucoup appris auprès des gens intelligents dont ce dernier s'entourait. Ils ont également appris à s'interroger sur les dogmes conformes à la norme qui étaient prônés à l'école. Cela a déclenché des problèmes et les a amenés à prendre leur distance vis-à-vis de leurs professeurs. Robert a également commencé à se disputer avec son père à propos de l'argent, surtout lorsqu'il affirmait que sa maison était son investissement le plus important. En revanche, Père Riche considérait sa maison comme un élément de passif. De nombreux individus croient que leur maison est un actif. Mais Robert nous enseigne qu'une propriété est un élément de passif car elle vient chercher de l'argent dans notre poche. Non seulement avec les taxes et les dépenses d'entretien, mais aussi à cause de la dépréciation et des occasions que l'on rate parce que notre argent est immobilisé. Et ainsi, nous n'acquérons pas les connaissances qu'apporte l'expérience des investissements. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à acheter une plus grande maison, mais assurez-vous d'abord d'acquérir des actifs qui généreront un cash flow plus que suffisant.
Lorsque les actifs génèrent des revenus suffisants pour couvrir les dépenses, le solde créditeur peut être réinvesti dans la colonne de l'actif, ce qui entraîne une augmentation des revenus. Il en résulte que les riches qui comprennent la différence entre un actif et un passif deviennent encore plus riches. Les gens qui appartiennent à la classe moyenne sont prisonniers de la foire d'empoigne parce qu'ils considèrent que leur maison est un actif au lieu d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. De plus, leur principale source de revenus est leur salaire, et quand celui-ci augmente, ils paient davantage d'impôts. Beaucoup de gens investissent dans des fonds communs de placement. Ils payent un gestionnaire pour gérer leurs comptes, car ils n'ont pas le temps ou l'expertise nécessaire. Ils ont l'impression que leur argent est en sécurité. Ils ne peuvent pas prendre de risques parce que leur bilan n'est pas équilibré. Ils sont incapables de profiter des affaires en or qui se présentent parce qu'ils sont criblés de dettes et qu'ils dépendent entièrement de leur salaire pour survivre. Vous voulez devenir riche ? Achetez des actifs qui généreront des revenus. Lorsque vous comprendrez véritablement ce qu'est un actif, minimisez vos dépenses et les éléments de passif. Vous étofferez ainsi votre colonne de l'actif. Comment savoir que l'on est fortuné ? Robert utilise une définition de R. Buckminster Fuller. La richesse est la capacité d'une personne à survivre pendant de nombreuses journées dans l'avenir, ou bien, si je cessais de travailler aujourd'hui, combien de temps pourrais-je survivre ? Voici une autre façon de la définir. La richesse consiste à mesurer la marge brute d'autofinancement en comparaison de la colonne des dépenses. Donc, lorsque vos actifs génèrent des revenus pouvant couvrir vos dépenses, vous êtes à l'aise sur le plan financier, même si vous n'êtes pas encore riche. Appel à l'hémisphère gauche. Examinez les nombres et apprenez à lire l'histoire qu'ils racontent. Les actifs mettent de l'argent dans vos poches. Si quelque chose retire de l'argent de vos poches, ce n'est pas un actif, c'est un élément de passif. Appel à l'hémisphère droit. Les schémas permettent d'expliquer le mouvement du flux monétaire dans la vie de différentes personnes. Appel au subconscient. La peur de l'ostracisme pousse les gens à se conformer à des dogmes et à des tendances populaires, à ne pas les remettre en question, et ce, au détriment de leur situation financière. Que disait Robert ? Le moment est venu de réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce que Robert dit dans cette citation ? Et pourquoi dit-il cela ? Ici, il importe peu que vous soyez d'accord ou non avec Robert. Le but est de comprendre ce qu'il dit. Rappelez-vous que cette séance d'étude est conçue comme un exercice interactif. 2 têtes valent mieux qu'une. Si vous ne saisissez pas ce que dit Robert, n'hésitez pas à demander de l'aide. Prenez le temps de discuter de chaque citation jusqu'à ce que vous la compreniez. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien d'argent vous parvenez à conserver. L'intelligence résout les problèmes et génère de l'argent. Sans l'intelligence financière, l'argent vous glisse entre les doigts. Si vous aviez comme tâche de construire l'Empire State Building, la première chose qu'il vous faudrait faire serait de creuser un trou profond et de couler de solides fondations. Si vous voulez construire une maison en banlieue, vous n'avez qu'à couler une dalle de béton de 15 cm. La plupart des gens, tout au long de leur course vers la richesse, essaient de construire un Empire State Building sur une dalle de béton de 15 cm. Les gens riches acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passifs, mais ils croient que ce sont des actifs. Si votre schéma consiste à dépenser tout ce que vous gagnez, il y a de fortes chances pour qu'un accroissement d'argent entraîne automatiquement une augmentation des dépenses. Dans 80% de la plupart des familles, l'histoire financière brosse le portrait d'un dur labeur dans le but de progresser, d'aller de l'avant. Cependant, leurs efforts n'aboutissent à rien parce qu'ils passent leur vie à acheter des éléments de passifs plutôt que des actifs. La vaste majorité des gens permettent à l'impressionnant pouvoir de l'argent de les contrôler car ils ne comprennent pas pleinement ce qu'est l'argent. Questions additionnelles. Il est maintenant temps d'appliquer à votre propre vie le contenu de ce chapitre et votre compréhension de ce que dit Robert. Posez-vous les questions qui suivent et discutez-en avec votre partenaire d'études. Faites preuve d'honnêteté. Si certaines des réponses que vous donnez ne vous plaisent pas, demandez-vous si vous êtes prêt à changer et à accepter le défi que représente un changement de mentalité. 1. Quand votre éducation financière a-t-elle commencé ? Était-ce avec ce livre ou une autre source ? 2. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez lu la définition que donne Robert d'un actif et d'un élément de passif ? 3. Comment avez-vous réagi lorsqu'il a affirmé qu'une maison n'est pas un actif ?
Pensez-vous que la vôtre en était un? Après son explication détaillée, avez-vous changé d'avis? 4. Quel portrait du cash flow ressemble le plus à votre vie? 5. Outre votre maison, y a-t-il autre chose que vous considériez comme un actif et qui s'est plus tard révélé un élément de passif? 6. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé et pourquoi? La majorité des gens savent comment gagner de l'argent, mais ils n'ont pas l'éducation financière nécessaire pour le gérer. 7. Père riche a dit au garçon que ce ne sont pas les nombres qui comptent en comptabilité, mais ce qu'ils racontent. Quelle histoire les nombres racontent-ils dans votre vie? 8. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où un événement positif, comme une promotion ou une augmentation de salaire, n'a pas influé sur votre bilan de la façon escomptée? 9. Combien de jours pourriez-vous survivre si vous cessiez de travailler aujourd'hui? Ce nombre vous surprend-il ou vous effraie-t-il? Définition. Actif. Quelque chose qui met de l'argent dans votre poche avec un minimum de travail. Aptitude financière. Ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez, comment empêcher les autres de vous l'enlever, comment le conserver plus longtemps et comment le mettre à votre service. Bilan. La section inférieure du schéma représentant l'état des résultats. Ces éléments, l'actif et le passif, sont censés être équilibrés. Élément de passif. Quelque chose qui retire de l'argent de votre poche. État des résultats. État financier où figurent les produits et les gains, ainsi que les charges et les pertes d'un exercice. Flux monétaire. L'argent qui entre, revenu, et l'argent qui sort, dépenses. C'est le déplacement du flux monétaire qui détermine si quelque chose est un revenu, une dépense, un actif ou un élément de passif. Le cash flow raconte une histoire. Fonds commun de placement. Un ensemble d'actions, d'obligations ou de titres qui est géré par une société d'investissement professionnelle et acheté par des investisseurs individuels sous forme de parts. Les parts ne sont assorties d'aucun droit de propriété dans les diverses entreprises d'où elles proviennent. Règle d'or. Celui qui possède l'argent fait les règles. Revenu. L'argent généré par les activités professionnelles normales d'un individu ou d'une entreprise. Sécurité sociale. Un programme d'assistance sociale, généralement financé par les retenues à la source, dans le but de verser des prestations aux retraités et aux individus qui sont dans l'incapacité de travailler. Chapitre 3. Leçon 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Les riches se concentrent sur leur colonne de l'actif, tandis que tous les autres se concentrent sur leur état des résultats. En 1974, on demanda à Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, de prendre la parole devant la classe de maîtrise en administration des affaires, MBA, de l'Université du Texas à Austin. Un de mes amis était un des étudiants de cette classe. Après une causerie puissante et très inspirante, les étudiants demandèrent à Ray Kroc de se joindre à eux, prendre quelques bières dans leur bar préféré. Ray accepta de bonne grâce. « Quel est mon genre d'entreprise » demanda Ray, une fois que tous les étudiants eurent une bière à la main. Tous s'éclatèrent de rire, dit mon ami. La plupart des étudiants de MBA crurent que Ray blaguait tout simplement. Personne ne répondit, et Ray posa de nouveau la question. « Dans quel genre d'entreprise croyez-vous que je travaille ?» Les étudiants rirent encore, et finalement, l'un des plus hardis s'exclama. « Ray, tout le monde sait que votre spécialité c'est le hamburger. » Ray eut un petit rire. « C'est exactement ce que je croyais que vous alliez dire. » Il s'arrêta un instant, puis il enchaîna rapidement en disant « Mesdames et messieurs, mon entreprise n'est pas le hamburger, mon entreprise c'est l'immobilier. » Mon ami dit que Ray passa ensuite une longue période de temps à expliquer son point de vue. Dans le plan d'entreprise de McDonald's, Ray savait que l'objectif principal était de vendre des franchises pour la vente de hamburgers, mais il ne perdit jamais de vue l'importance de l'emplacement de chaque franchise. Il savait qu'un immeuble et son emplacement constituaient les facteurs les plus importants de la réussite de chaque franchise. En principe, la personne qui achetait la franchise payait également pour l'achat du terrain, conformément aux termes de la franchise acquise auprès de l'organisation de Ray Kroc. McDonald's est aujourd'hui le plus grand propriétaire de biens immobiliers dans le monde. Il en possède même davantage que l'Église catholique. De nos jours, McDonald's détient certains des carrefours et des coins de rue les plus convoités en Amérique, de même que dans le monde entier.
Mon ami affirma que cette rencontre avait été une des plus précieuses leçons de sa vie. Aujourd'hui, il possède des lave-autos, mais en fait, sa véritable entreprise, c'est l'immobilier. Il y a 20 ans, Avance Rapide, 2017. McDonald's, 7-Eleven et PFK demeurent les 3 plus grandes marques franchisées. Au total, en 2016, les 200 plus grandes marques franchisées ont augmenté leurs ventes de l'ordre de 2,2%, soit de 12,5 milliards de dollars. Le chapitre précédent